L'échiquier international, soyez les bienvenus. Des fils qui transportent leur père blessé, des pères qui transportent leur fils, des mères qui pleurent, des enfants apeurés. Les gens courent dans tous les sens au milieu des balles. Ça se passe à Raza, dans le camp réfugié de Jabalia. Encore une journée synonyme de crime de masse de la part de l'armée d'occupation. L'exode forcé de milliers de Palestiniens ont fui, sauf que l'on ne sait pas vers où. Raza, où aucun centimètre carré, j'allais dire kilomètre carré, non, c'est centimètre carré, n'est sécurisé depuis quelques jours. De l'autre côté du monde, d'ailleurs même en Occident, même en Europe, des universités occidentales qui se solidarisent avec le génocide à Raza et surtout la fin de toute collaboration avec leurs universités respectives et les universités sionistes. La répression policière se fait de plus en plus violente. On en parle ce soir avec notre invité du jour et c'est dans une poignée de secondes. Un bilan tout d'abord, 35 000. 35 000, c'est le total de morts dans la bande de Raza depuis le début du massacre aveugle. Depuis quelques jours, c'est le camp de réfugiés de Jabalia qui est soumis à d'intenses bombardements. Et la question qui revient sans cesse, où aller pour ces civils? Justement, on va poser... C'est un des exemples, des interrogations qu'on va soumettre à notre invité du jour. Il est spécialiste des relations internationales. Reda Hariresh, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, Reda, d'intenses bombardements sur le camp de Jabalia et la question lancinante, où aller pour ces civils? Il n'y a pas un centimètre carré de sécurisé, les jours se suivent et on a l'impression que la violence grimpe d'un cran à chaque fois. Ça fait depuis 6 mois qu'ils tournent en rond, c'est-à-dire ceux qui sont à Raza, ils sont allés par la suite à Khan Younes, de Khan Younes vers Rafah, et puis de Rafah, ils peuvent aller faire, ils peuvent se déplacer, une partie d'entre eux peuvent se déplacer vers Khan Younes, mais ils sont, je dirais, dans une situation qui est extrêmement précaire, en ce sens que pour le moment, ils n'ont pas où aller. Donc, il faudrait véritablement que les pays voisins puissent peut-être leur donner un coup de main, mais pour le moment, je les vois pas leur tendre cette main salutaire que ce peuple attend depuis maintenant plusieurs mois. Alors, des bombardements, des Palestiniens sur la route de l'Exode. On a vu par exemple aujourd'hui des Palestiniens, des pêcheurs palestiniens faire des sorties en mer pour tenter de pêcher du poisson pour leur famille affamée. Ils ont été abattus par la marine sioniste. C'est exactement ce qu'avaient dit les sionistes, les officiels sionistes au départ. La population razaoui, au sein de cette population, il n'y a pas d'innocents. Donc, dans ce cas-là, par conséquent, tous devraient passer au bombardement, au massacre. Disons qu'à partir du moment où ils ont affaire à une puissance coloniale, le colonisateur a toujours eu cette lecture. C'est-à-dire que toute la population est rendue responsable, en quelque sorte, des agissements de la résistance palestinienne. Ça a été le cas aussi en Algérie au cours du 19e siècle et au 20e siècle. C'est ce qu'on appelle le châtiment collectif. À chaque fois qu'un individu est amené à poser un acte qui est considéré comme un acte de rébellion, eh ben, c'est tout le village, c'est toute la collectivité qui est sanctionnée. Et c'est ce qui se passe actuellement avec les Palestiniens à Raza. Alors, on le voit sur le plan narratif, même sur le plan stratégique, la résistance palestinienne est vainqueur. Même les pro-sionistes le reconnaissent, en tout cas à demi-mot, mais en tout cas, ils ne parlent pas de succès de l'armée coloniale. Alors, cette armée, au début, qui parlait de tunnel du Hamas qui allait être découvert, et dans ce cas-là, il prouverait au monde entier que le Hamas s'y cachait, et cachait des armes. On a vu le résultat ne s'est pas vérifié. Anthony Blinken avait dit, c'était en janvier 2024, que malheureusement ces bombardements avaient produit un nombre de morts considérable. Il le dit lui-même, il y a eu trop d'enfants tués. Alors, c'est ce trop qui pose problème. Quel est, selon Blinken,
le seuil acceptable d'enfants tués. Nous sommes à 15 000 actuellement. Sa déclaration, c'était il y a 4 mois. On voit que Blinken n'a pas fait grand-chose. Ce trop est devenu tragiquement énorme, pour ne pas dire dantesque. Oui, on peut avoir une représentation réelle de ce trop que vous évoquez. En ce sens qu'il y a eu jusqu'à maintenant près de 100 000 victimes, si on tient compte des blessés. 100 000 victimes, plus les 35 000 morts, dont on suppose que le chiffre est largement supérieur, bien sûr. Et donc, si on doit faire une comparaison avec une population d'un pays européen, à savoir la France, c'est l'équivalent d'1 million de morts. 1 million de morts pour une population de 67 millions en France. Donc ce trop, il a son poids. Une population avec des effectifs réduits à quelques millions d'habitants, bien sûr, qui se voit comme ça, se voit abattre le 1/60e de sa population en l'espace de 6 mois, on peut plus que s'interroger, parce qu'en plus de ça, on ne voit pas la fin. Les opérations continuent, et comme ce type de guerre, c'est une guerre asymétrique, donc le pays qui mène cette opération-là savait très bien dès le départ que ses chances de réussite sont tout à fait minces, parce que finalement, au bout de 6 mois de combat, quasiment aucun otage n'a été libéré par l'armée israélienne. C'est un échec total. Hein. Aucun otage n'a été libéré, aucun objectif n'a été atteint. On parlerait de prisonniers parce que selon les médias israéliens comme Haaretz, on dit que 70% à 80% des gens qui sont détenus par la résistance palestinienne correspondraient à des officiers non seulement soit de la police, soit de l'armée, selon Haaretz. Hein. Donc dans ce cas-là, selon le droit de guerre, on appellerait ça normalement des prisonniers de guerre et non pas des otages. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, Haaretz présente la chose comme ça. Il y a dans ce cas de figure-là des hommes et des femmes qui peuvent être considérés comme des prisonniers de guerre. Des civils. Des civils, et puis les autres sont des otages. C'est les deux cas de figure qui se retrouvent ensemble, finalement. D'accord. Essayons d'inverser les choses, si vous le voulez bien. Selon les sionistes, donc je le disais il y a quelques minutes, la population razaoui qui a voté pour le Hamas, c'était en 2006, doit supporter la responsabilité de ses actions. Donc par conséquent, elle doit être punie par les activités, en tout cas les assauts du Hamas. Si on inversait les choses, alors dans ce cas-là, si les bombardements sionistes se poursuivent, dans ce cas-là, tous les juifs du monde entier seraient tenus responsables par la même logique. Et évidemment non, mais ça s'appellerait vraiment entre guillemets de l'antisémitisme. Alors je vous pose la question, pourquoi ce qui est valable pour l'entité sioniste ne l'est pas pour les Palestiniens? Alors, je veux aborder les choses en 2 étapes. Je voudrais parler justement de ce qui taraude les Palestiniens actuellement. C'est-à-dire que les pays arabes ont le devoir quand même de communiquer davantage, c'est-à-dire d'expliquer aux opinions publiques occidentales, et notamment aux États-Unis, la genèse même du conflit. Parce que les jeunes commencent à prendre conscience qu'il y a eu des dépassements et que ces dépassements perdurent, mais très peu savent réellement ce qui s'est passé au départ. Donc là, on se retrouve quasiment dans une situation qui est similaire à celle de 1948. C'est-à-dire qu'on a des opérations qui sont menées contre les populations civiles palestiniennes, et les pays arabes voisins, ils essayent en quelque sorte de contenir le conflit de manière à ce qu'il ne déborde pas chez eux. Je vous rappelle que lorsqu'il y avait eu la première guerre israélo-arabe en 1948, les pays arabes voisins d'Israël ne sont intervenus que lorsque l'État israélien s'est mis à expulser massivement les Palestiniens, et pas avant. C'est-à-dire de 1947 à 1948, les Palestiniens se sont battus pour préserver leur territoire, et comme Israël a été soutenu par les principales puissances de l'époque, eh ben, elle a reçu suffisamment d'armes pour prendre le dessus sur les Palestiniens. Et à ce moment-là, à partir de 1948, la majorité de la population palestinienne a commencé à être expulsée vers le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Et c'est à ce moment-là
que ces pays ont considéré qu'il s'agissait d'un cas de casus belli, c'est-à-dire qu'Israël a déclaré la guerre à ces pays voisins en les inondant avec les réfugiés palestiniens, et c'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus. Et là, on se retrouve dans une situation similaire, c'est-à-dire à force de bombarder la population palestinienne à Gaza, le but, en fait, c'est de la pousser à sortir de Gaza, à aller éventuellement vers l'Égypte. Le Sinaï. Le Sinaï, c'est l'Égypte. Et pour le moment, l'Égypte, elle est dans une position de wait and see, mais demain, après-demain, le mois prochain, elle peut considérer que si la population, les 2 millions de Gazaouis, viennent chercher quiétude chez elle, elle peut être amenée à intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce conflit. Donc il y a un développement qui est en train de se faire progressivement, et ce développement-là, il peut déboucher vers une conflagration régionale. Vous voyez, parce qu'on a affaire à une population finalement qui est martyrisée, et il y a un certain seuil au-delà duquel le monde n'acceptera pas de voir des enfants mourir comme ça indéfiniment sans qu'il y ait une réponse, ne serait-ce que humaine, à leur tragédie. Justement, c'est intéressant, vous avez fait remonter le temps en parlant de la Nakba et surtout de la question des réfugiés qui n'est toujours pas tranchée actuellement par la communauté internationale. Et justement, l'UNRWA, qui est l'agence pour les réfugiés auprès de l'ONU, qui est aussi une espèce de base de données qui répertorie tous les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, eh bien, cette agence, son bureau a été brûlé, incendié aujourd'hui en Cisjordanie par donc des colons sionistes. Elle a été incendiée, c'était dans l'après-midi. On le voit, cette question des réfugiés, cette question de la terre, cette question de la colonisation, cette question d'annexion des terres aussi pour permettre à 700 000 colons de pulluler en Cisjordanie. On a l'impression qu'on est encore, c'est de la Nakba mais multipliée par 10. Alors, en 2006, c'est-à-dire quelques mois après le décès de Yasser Arafat, qui est décédé en novembre 2004, des élections ont été organisées. Et au terme de ces élections, c'est le Hamas qui l'a emporté, donc de manière régulière, essentiellement dans la bande de Gaza. Cette élection n'a pas été reconnue par Israël et les pays occidentaux. Alors il faut savoir ce qu'ils veulent. À partir du moment où il y a un processus électoral régulier qui a vu donc les membres du Hamas triompher politiquement, c'est à ce moment-là où il fallait engager le dialogue avec eux, puisque ce sont les représentants légitimes d'une partie du peuple palestinien. Et immédiatement après la victoire du Hamas à Gaza, un blocus a été appliqué. Ce blocus-là, il a été appliqué de 2006 jusqu'à 2023. Donc, le conflit ne commence pas le 7 octobre 2023, contrairement à ce qu'on veut le présenter sur beaucoup de chaînes de télévision. Le conflit, dans sa dernière phase, il commence en 2006, c'est-à-dire qu'il y a un parti politique qui a gagné légalement, et on a décidé que ce n'était pas le bon partenaire. Mais on ne choisit pas ses partenaires. À partir du moment où les Palestiniens ont voté pour tel ou tel parti, c'est à eux à choisir leurs représentants légitimes. Avec des élections, avec des élections transparentes selon les observateurs européens. Oui, c'est comme si maintenant en Europe, lors des élections, je ne sais pas moi, les prochaines élections, si l'extrême droite venait à triompher dans tel et tel pays, nous serions amenés à dire non, on ne reconnaît pas ces élections-là parce que c'est l'extrême droite qui a triomphé. C'est un peu comme Meloni en Italie. Mais bien sûr, Meloni au pouvoir, et puis on décide de ne pas reconnaître ces élections. Meloni en Italie, ou le Front National, par exemple, en France. Vous voyez ? Alors, Joe Biden, le président américain, il y a 3 jours, lors d'une intervention sur CNN, a reconnu que des civils ont été tués à Gaza à cause des bombes américaines. Et ça sonne comme un avertissement, puisqu'il le dit que si les soldats sionistes ciblent Rafah, je ne fournirai plus d'armes, ce qui a fait réagir naturellement le puissant lobby sioniste l'AIPAC ainsi que plusieurs gros donateurs du Parti démocrate, eux qui exigent une reprise de la livraison des armes. Alors on dit que le président américain est l'homme le plus puissant du monde.
Mais quand on voit un peu cette dialectique, on mettrait des guillemets autour de ce qualificatif. On l'a compris, le lobby sioniste fait miroiter ses engagements, son aide, son accompagnement à l'aune des prochaines élections présidentielles. Oui, alors le président américain Joe Biden est en train de jouer une partie extrêmement serrée parce que contrairement aux autres élections, est-ce qu'il pourra faire l'équilibriste? Est-ce qu'il est physiquement en mesure de le faire? Parce que c'est une partie très très serrée, outre le fait qu'il a un adversaire de taille qui le conteste, à savoir l'ancien président Trump. Au sein de son parti même, la base électorale du Parti démocrate conteste l'orientation actuelle des États-Unis en ce qui concerne leur approche au Moyen-Orient. Et en plus de ça, Joe Biden est obligé également de tenir compte des bailleurs de fonds qui sont en grande partie issus du mouvement sioniste, aussi bien chrétien que juif, aux États-Unis. Les évangélistes. Oui, exactement. Donc, ce qui fait qu'actuellement, il essaie d'avancer, mais il avance péniblement parce qu'il est tiraillé. Il est tiraillé parce qu'en plus de ça, vu que les élections, les prochaines élections présidentielles vont se jouer à quelques milliers de voix près, il est obligé de tenir compte des swing states, c'est-à-dire ce sont ces États-là qui vont faire la différence. Ce sont des États clés dans lesquels il y a un électorat arabo-musulman qui pèse de plus en plus et qui a montré lors des dernières élections qu'il était mobilisé et prêt à sanctionner le Parti démocrate si il ne venait pas à changer de fusil d'épaule en ce qui concerne la question palestinienne. Alors, Mohamed Reza Pahlavi, qui n'est autre que le feu Shah d'Iran, lors d'une interview en 1976 avec le célèbre journaliste Mike Wallace, c'était lors d'une célèbre émission que plus personne connaît, à part sur peut-être YouTube, 60 Minutes. Alors il le dit, pourtant l'Iran n'était pas à l'époque un État, entre guillemets, selon les Occidentaux, un État de mollah ou d'extrémistes. Il le dit, que le lobby sioniste est une vraie menace, à la fois pour l'Iran, pour les intérêts des Américains et pour les intérêts des Juifs eux-mêmes. En 1976, lui tombe son système, son État tombe en 1979. Et à l'époque, un type comme lui, qui était éclairé, qui était reçu en Occident, parle ouvertement d'un lobby sioniste très belliqueux et très offensif. Dieu sait que le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, était très proche des Occidentaux. Et en 1973, lors de la crise de Kippour, lorsque les pays arabes ont décrété l'embargo pétrolier contre les pays occidentaux, c'est l'Iran qui a servi d'amortisseur. Qui a comblé. Oui, qui a aidé en quelque sorte, qui a continué ces livraisons de pétrole aux pays occidentaux. Mais le Shah d'Iran espérait que par la suite, les pays occidentaux puissent évoluer dans leur vision un peu concernant la région du Moyen-Orient. Et finalement, lui qui était en train de mener une œuvre modernisatrice en Iran, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas en fait. Et qu'Israël était beaucoup plus une sentinelle de l'Occident dans la région, chargée de surveiller la région. Et les autres pays, c'est-à-dire l'Iran et même la Turquie, n'étaient pas considérés comme des interlocuteurs à part entière. Et c'est pour ça, à mon avis, que finalement, c'est pour cette raison que les États-Unis ont fini par le laisser tomber, parce que la chute de Reza Pahlavi a été voulue, et c'est à partir donc de France que l'ayatollah Khomeini a été préparé pour aller en Iran. Il faut savoir que l'intégrisme islamique avec la version chiite a été immédiatement activé en 1978 lorsque les Russes sont intervenus en Afghanistan. Et au départ, les Américains ainsi que les autres pays occidentaux pensaient que l'ayatollah Khomeini allait contrebalancer en quelque sorte à travers un islamisme visible les troupes soviétiques en Afghanistan. Finalement, ça ne sera pas le cas. Ce sera plutôt l'Arabie saoudite et le Pakistan qui vont jouer ce rôle-là. Mais Reza Pahlavi, en 1976, s'était rendu compte que finalement, les choses étaient
posée de manière unilatérale, si je puis dire. Alors, justement, on va parler également ces étudiants en pleine effervescence, une effervescence qui traverse les campus américains, mais également les campus occidentaux. Les politiciens, les officiels de ces pays respectifs prétendent qu'ils sont animés par la haine. C'est ironique, alors que peut-être leur véritable crime, c'est justement de ne pas partager la haine des sionistes. C'est intéressant ce renversement du narratif. Et c'est parce que dans ces pays-là, il y a un hiatus entre les élites qui gouvernent et qui sont aux affaires et le reste de la population. Le reste de la population, je pense notamment aux étudiants, ils ont accès maintenant à différentes sources d'informations qui leur permettent de savoir ce qui se passe en Palestine, à Haïti, Port-au-Prince ou en Birmanie. Et ils ont tout à fait le droit de donner leur point de vue et pourquoi pas d'intervenir, parce que finalement le contribuable américain ou le contribuable français ne veut pas payer pour une guerre qu'il considère injuste. Donc c'est tout à fait antidémocratique que de ne pas reconnaître la légitimité de cette jeunesse qui est éduquée et qui manifeste son mécontentement à partir des universités et qui dit que stop, nous n'avons pas à envoyer d'armes pour tuer des enfants innocents à Gaza, par exemple. Parlons d'entre nous. Ce sont des grandes universités, UCLA, Columbia, oui, tout à fait. Harvard. Oui, ce sont des grandes universités et les États-Unis quand même sont touchés dans leur secteur névralgique parce que qu'est-ce qui fait justement la force des États-Unis? C'est les secteurs qui sont liés notamment à la recherche universitaire. C'est ça qui fait que ce pays est encore puissant et c'est ce qui fait la force des États-Unis par rapport à une autre puissance comme la Chine. Donc ces étudiants-là, ils ont leur mot à dire et ils peuvent déranger beaucoup de gens. Alors, on va tenter d'esquisser peut-être la vision du futur, on va essayer. Hein. La politique étrangère sioniste, c'est quoi? On résume à gros traits, c'est des frontières indéfinies et l'idée, toujours cette idée religieuse du grand Israël, avec des frontières lesquelles doivent s'étendre encore et toujours au détriment des populations des alentours. Je pense peut-être à la Syrie, au Liban. Ça rend quand même, quand on se projette dans le futur, ça rend quand même une intégration régionale difficile. On peut difficilement parler de paix avec des officiels sionistes qui ont ce logiciel du Grand Israël. Oui, mais en même temps, on a affaire à un petit État. Cet État est alimenté essentiellement, comme l'avait dit le président Erdogan il y a cela une dizaine de jours, je crois, c'est l'ensemble de l'Occident qui travaille pour Israël. C'est l'ensemble de l'Occident qui pousse Israël à agir de ce fait. Et donc, par conséquent, pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'un pays très actif dans le domaine des relations internationales et dans la région surtout, la Grande-Bretagne, lorsque elle a décidé de créer un foyer pour les Juifs en 1917 avec la déclaration de Balfour, c'est pas uniquement une vision philanthropique, pas du tout. Lord Balfour faisait partie de ces chrétiens sionistes et qui voulaient réaliser un projet messianique qui était déjà propre aux chrétiens, notamment aux chrétiens protestants en Angleterre depuis Cromwell. Et donc, par conséquent, Lord Balfour, en voulant créer un État pour les Juifs, était lui-même un antisémite notoire. Donc, vous voyez que le sionisme ne va pas de pair toujours avec le philosémitisme. Et si des millions de Juifs ont été envoyés en Palestine après ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'à terme, et ils le savent très bien dans ces pays-là, qui ont lancé cette initiative, Israël va servir de bouclier. Parce que si les choses vont tourner, si les choses vont prendre une autre tournure par la suite, eh bien, les pays occidentaux pourraient être amenés du jour au lendemain à cesser leur aide à Israël. Et c'est elle qui va se retrouver finalement le bec dans l'eau, comme ça l'est actuellement au niveau des instances onusiennes, par exemple.
Voilà, merci Reda Hariach, voilà qui clôt notre discussion, la discussion du jour. Je fus accompagné par Reda Hariach, spécialiste des relations internationales. Merci Reda d'avoir été des nôtres. L'échiquier international est terminé, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain aux mêmes horaires et au même endroit. Donc je vous dis à demain.